Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire, en contre-échange nouveau numéro, nous allons revisiter encore les faits marquants de ce début d'année, les faits de l'année écoulée et voir quelle lecture on peut en faire pour redessiner les perspectives d'avenir. En contre-échange, nouveau numéro, je reçois pour vous Maître Bertin Amégan Atchong. Il est le président du réseau panafricain des observateurs et défenseurs des droits de l'homme. Maître, bonjour et merci bonjour. De votre disponibilité. Je suis certain que nous travaillons pour un objectif bien avisé. Cet objectif est partagé par tout le commun des mortels, le bien-être de l'individu. C'est cela. Donc à ce titre, je crois que répondre à un rendez-vous est un impératif catégorique chez moi. C'est cela. Et nous sommes encore dans la fièvre des festivités de fin de début d'année. Certainement que Maître Bertin Amégan Atchong a des vœux. Il n'y a pas de souci. Avant même d'aller dans le nœud des sujets, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à la manière du roi Salomon. Le 3 santé, succès, sagesse aux gouvernants, aux gouvernés, à tous ceux qui nous sont chers ici présents. C'est cela. Et puis on va démarrer par avoir une pensée pieuse à cet enseignant battu à mort dans un enceinte scolaire. C'était la semaine dernière. C'est du jamais vu au Togo. Oui. Effectivement, c'est du jamais vu. C'est un événement qui a suscité beaucoup d'indignation, de colère et d'émoi. Cet événement, déjà dans les années 2020 en France, avait commencé par des jeunes élèves qui ont assassiné leur enseignant Samuel Paty, alors qu'il faisait une cour pédagogique sur la liberté d'expression. Il a été assassiné et égorgé. Et je crois que cette information a sillonné tout le monde entier. En principe, on devait en amont prendre des dispositions pour sécuriser les enseignants et éviter que des situations pareilles se retrouvent en Afrique. Et le malheur veut que ça soit encore inauguré par le Togo. C'est ça. Je dirais que c'est condamnable. Au-delà de la condamnation, nous devons poser beaucoup de questions. D'abord sur les tenants et les aboutissants de ce genre de comportement dans les milieux scolaires, où un enseignant a pour mission fondamentale de donner le meilleur de lui-même, de donner son savoir, de transmettre son savoir à nos enfants dans des conditions, que nous connaissons. Par endroits, curieusement et contre toute attente, la récompense a été le fait de le tuer de la manière la plus atroce. NDH Togo, pas ma petite personne, condamne avec la dernière énergie cette situation et demande aux autorités que des enquêtes sérieuses, impartiales, soient menées et que les coupables soient punis conformément à la loi. Oui, mais à l'analyse, on se rend compte que c'est cette grande liberté donnée aux enfants qui agit sur l'éducation qu'on doit leur donner, pour que beaucoup plus. Vous êtes défenseur des droits, je me mets d'accord, vous parlez des droits des enfants, et interdiction de certaines restrictions, n'est-ce pas, faites aux enfants. Est-ce que ce n'est pas tout cela, conjugué, qui donne ces résultats malheureux que nous avons sur le terrain? Bon, je crois que nous ne devons pas appréhender seulement ce problème sous cet angle. D'abord, une comparaison faite de l'enseignement dans les années précédentes et d'aujourd'hui montre à suffisance qu'il y a un décalage. Il y a beaucoup de choses que nous devons enregistrer. La dégradation des structures sociales, familiales et même éducatives. Avant, nous, quand on allait à l'école, vous devez saluer les aînés, vous devez faire tout ce qu'on vous demande. Vous n'avez pas le droit de porter un certain nombre de vêtements avant d'aller à l'école. Les portables ne sont pas là, les réseaux sociaux ne sont pas là, l'intelligence artificielle n'y est pas là. Aujourd'hui, sous l'action conjuguée de tout ce que je viens de citer, nos enfants sont devenus des enfants dociles à la maison et une fois dehors, ils ont d'autres visages. Et je crois que nous devons partager cette responsabilité. Cette responsabilité, nous devons la partager parce que nous ne devons pas confondre l'éducation et l'enseignement. L'enseignement se donne à l'école, l'éducation à la maison. Et c'est pourquoi les Anglais disent dans leur langue que
school education is useless without home education. Lorsque vous n'avez pas de connaissance du terroir et vous vantez de la connaissance que les Blancs nous ont imposée, vous n'aurez pas la matière nécessaire pour vivre avec stabilité dans une société où il y a beaucoup de divergences. Donc je crois que nous devons, à partir de ce moment où un être humain, ou quelqu'un qui est venu juste pour donner le meilleur de lui-même, se retrouve aujourd'hui dans l'autre côté de la rive, nous devons tirer beaucoup de leçons. La première leçon, c'est l'encadrement de nos enfants, de la maison jusqu'à l'école, même dans les rues. La seconde, c'est dans l'école. Et la troisième, c'est dans la société. On ne peut pas concevoir aujourd'hui nos enfants qui, à la faveur des téléphones portables, se permettent de copier, se permettent d'envoyer des messages, d'envoyer même leur nudité sur des réseaux sociaux. Et tout cela, je crois qu'il faut essayer de voir ça de la manière la plus responsable. Et non se retrancher derrière les 30 articles de la liberté, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne dis pas que les droits de l'homme doivent être bafoués, mais je crois qu'au-delà des droits de l'homme, l'Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, cette Afrique a ses valeurs, cette Afrique a ses traditions. Nous devons aussi en tenir compte. Toute la difficulté, c'est de concilier ces valeurs ancestrales par rapport à la modernité. Puisqu'aujourd'hui, il est clair que bon, on ne doit pas taper les enfants, on ne doit pas faire telle punition. Alors tout cela, c'est compliqué, n'est-ce pas? Pour une déclaration des droits de l'homme mal comprise, par exemple. Le bâton, je pense que il y a d'autres synonymes du bâton qui ne donneront pas de douleurs corporelles. En France, par exemple, j'ai dit, répété, martelé, au cours de mon passage sur les médias, dans les radios, que la manière dont on éduque les enfants, c'est que lorsqu'un enfant devient un peu turbulent ou se met en marge de ce qui s'est fait, on l'envoie vers l'affichage de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour ne serait-ce que lire 3 ou 4, 5 articles et revenir restituer. Et je crois que là, les enfants commenceront par connaître leurs droits. Ils commenceront à reconnaître ce que c'est que la dignité, ce que sont que les droits de l'homme. Et, à contrario, ils ne vont jamais poser des actes contraires à ces principes élaborés dans la déclaration, sous peine d'être punis ou de subir la rigueur de la loi. Nous l'avons proposé à NDH Togo, nous l'avons fait dans les stations radio, peut-être chez vous n'est pas encore venu. Nous n'avons pas été encouragés. Et nous avons pensé que c'est la meilleure méthode. Nous avons même été dans certains établissements dès le départ pour éclairer les enfants sur le phénomène de la toxicomanie, du harcèlement sexuel, de la prostitution. Mais vous savez, une association, pour éviter d'être taillable et corvéable, n'a pas besoin d'aller vers les gouvernants. Donc nous n'avons pas les moyens. Si on en trouve un peu, on fait ce qu'on peut. Mais faut-il que les gouvernants aussi peuvent nous solliciter les associations de la société civile pour la défense des droits de l'homme, pour intervenir dans les milieux afin que ces genres de situations soient totalement bannies. C'est ça. Un dernier mot sur ce triste événement, maître. Alors, finalement, comment dire, que faire, comment réagir et comment donc calmer la douleur de cette famille qui vient de perdre un membre cher et quel message envers justement ces apprenants et qui ne comprennent pas forcément qu'il n'y a pas que les droits, il y a aussi des obligations et des devoirs. Apaiser la douleur, ce n'est pas aussi facile. Un père de famille qui quitte la maison juste pour aller sur un terrain de football, faire place à la discipline et qui se retrouve à la morgue. Voyez-vous ce que ces enfants-là vont ressentir? Voyez-vous ce que la famille tout entière va ressentir? Je pense que nous devons sérieusement prendre le taureau par les cornes. Il faut que l'éducation, au-delà de l'éducation scolaire, prise dans sa globalité, il faut quand même que certaines valeurs soient inculquées à ces enfants. Même si on ne l'introduit pas dans le programme, il y a des organisations qui sont prêtes à aller à la rescousse pour, pendant les périodes de semaines culturelles, pendant les semaines que nous appelons aujourd'hui de détente, on peut les solliciter, ne serait que pour une journée, pour aller vers ces enfants, organiser des débats à causerie, les instruire, les former, parce que la pire des choses, c'est l'ignorance. L'ignorance parfois constitue une certaine infirmité et ça crée des préjudices.
non seulement dans la famille, mais pour soi et dans la société. Donc nous pensons qu'il faut, à notre époque, pendant les semaines culturelles, il y a des débats causeries, il y a des exposés, il y a beaucoup de choses, des projections de films. Mais aujourd'hui, tout est devenu sans dessous-dessus. Lorsque vous voulez parler, on va vous dire, papa, c'est votre temps. Taisez-vous, les choses ont changé. Alors que je n'ai jamais vu porter des chemises à la place des pantalons. Je ne sais pas ce qui a changé. Je sais peut-être que les formes, mais est-il que c'est toujours la même chose. Alors je crois que nous devons tous, enseignants, gouvernants, gouvernés, parents d'élèves, nous devons former une sorte de synergie pour combattre ce fléau qui tend à s'installer dans les secteurs, pas seulement au niveau des établissements scolaires, mais parfois dans les secteurs comme les apprentissages. Vous allez à la zone portière, vous verrez ce genre de choses. À la moindre incartade, c'est des grèves, alors qu'on n'a aucune notion de la grève. Et je pense aussi que le pouvoir en place doit tirer une leçon. Si dans les établissements scolaires, ces jeunes gens, j'ai appris qu'ils ont 18 et 19 ans, ont eu ce courage d'abattre froidement, d'agresser jusqu'à ce que l'on censure. C'est grave. C'est grave si on ne corrige pas. Imaginez dans les 5 ans, si ces enfants la veulent en découdre avec des autorités, surtout pendant les moments où les gens ne sont pas contents, imaginez ce qui peut arriver. Donc je crois que rapidement, on n'a pas le droit de minimiser ce qui s'est passé pour dire non, c'est des enfants. Non. Il faut immédiatement, je dirais comme les militaires, il faut illico presto faire en sorte pour que non seulement ces situations ne se voient plus, ne se manifestent plus sur le territoire, mais que les enfants soient conscients qu'il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs qu'il faut d'abord s'approprier. Un enseignant, c'est comme un père. C'est une enseignante, c'est comme une mère, quel que soit ce qui arrive. Mais au-delà même du titre d'enseignant, un être, quelqu'un qui est plus âgé que vous n'avez pas le droit de porter la main, ni d'essayer d'envoyer des projectiles à son endroit pour le blesser. Parce que l'intention coupable, c'est que les projectiles envoyés causent un dommage à la personne. Donc je crois qu'il faut quand même, après le deuil, se ressaisir et éviter ce genre de situation inacceptable pour notre pays. Merci beaucoup, maître, pour cette pensée à ce cher enseignant et à sa famille. C'est l'occasion pour notre télévision, toute l'équipe qui produit chaque semaine cette émission, de présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée et courage. Et donc pour tous ces enseignants qui sont sentis frustrés par cet événement. Venons-en au fait, il y a d'autres événements qui ont fini l'année 2025, nous sommes dans... Nous allons commencer par l'événement le plus malheureux. Le plus malheureux, oui, il faut commencer par là justement, le temps d'avoir une pensée pieuse pour cet enseignant. Alors, venons-en au fait de l'année écoulée, le début de cette nouvelle année déjà vieux, de cette nouvelle année de plusieurs jours, et avec beaucoup d'événements. Quels sont les événements phares qui vous ont marqué? Bon, en fait, l'année 2026, comme l'année 2025 ou 2024, pratiquement, c'est une façon de rouler la pierre décisive. C'est la même chose que moi je constate sur le plan des droits de l'homme et de la dignité humaine. La misère sévit encore dans le pays. Il y a une poignée d'individus qui sont soustraits. Et la majorité végète dans la misère. Il y a des problèmes qui sont encore là, sur le tapis. Les problèmes de revendication qui ne se manifestent pas pour le temps, sur le plan salarial et autres. Il y a les problèmes politiques qui sont là, et je crois que même les problèmes culturels, les problèmes du football et autres. Et je crois qu'il y a trop de problèmes. Mais ce qui nous a marqué, ou personnellement touché, c'est cette décision inattendue du président du Conseil d'accorder des mesures de grâce à des milliers de Togolais en conflit avec la loi. Vous devez vous en réjouir, vous êtes défenseur de la loi. Oui, c'est ce que j'ai dit, je suis très heureux, parce que j'ai moi-même, par expérience, j'ai passé une demi-journée là-bas avec des détenus, il y a de cela 5 ou 8 ans,
Et je sais ce que c'est ce milieu. Je ne le souhaiterais à personne. Et c'est pourquoi, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, je voudrais ici même féliciter sans hypocrisie le président du Conseil pour avoir accordé ces mesures de grâce qui commencent par se traduire dans les faits par l'élargissement déjà de près de 1500 déjà, et je crois que ça m'a beaucoup marqué. Mais effectivement, il y a des gens qui sont libérés, que vous avez constaté. Ouais, les gens sont libérés. J'ai des gens qui sont libérés, j'ai connu des gens je connais des gens qui sont libérés. Mais le problème, c'est que je ne pense pas qu'on a déjà terminé d'apurer le tableau des gens qui doivent être élargis, parce qu'il faut suivre le dossier. Oui, expliquez-nous comment ça se passe concrètement. Ouais, lorsque le président du Conseil a donné les mesures de grâce, il y a des conditions, il y a des critères. Et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec ses services compétents, prendront ces critères, ces conditions. Il y aura des vérifications au niveau des tribunaux pour voir ceux qui pourraient en bénéficier. Et c'est seulement... Donc c'est une grâce assortie de conditions, c'est ça? Ah oui, c'est assorti de conditions, ça a été dit. Oui. On ne peut pas donner une grâce comme ça et l'acte sensu à tout le monde de vider la prison. Ce serait le vœu d'un DH Togo. Mais parfois, quand vous faites vider la prison, sans tenir compte d'un certain nombre de paradigmes, vous allez avoir plus de surpopulation que ce que vous avez enregistré. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis certain que ceux-là qui ont été libérés, certains sont encore retournés là-bas. Parce que c'est ça que nous avons toujours constaté. Autant les jeunes gens, on les libère quelques semaines après, quelques jours après, ils reviennent encore sur les lieux. Et le problème de grâce présidentielle, je crois que c'est bon, mais au-delà de cela, il faut trouver des solutions appropriées. Le problème de réinsertion des personnes qui ont été libérées, le problème de leur auto-prise en charge. Nous avons assez de terres cultivables, je l'ai toujours posé comme équation, on peut les envoyer là-bas. Et cette production peut être divisée à deux, une pour eux-mêmes, une pour les victimes de leurs faits. Et je crois qu'en dehors de ça, il y a des centres de menuiserie, de mécanique d'apprentissage où on peut les caser pour ne pas les laisser encore dans les conditions qui les a poussés à être là-bas. Donc je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je suis persuadé que beaucoup de Togolais comme moi ont toujours souhaité ces mesures que les gens condamnent comme anti-droit d'homme. Mais je crois que c'est la meilleure des choses pour nous, Africains. À quoi ça peut être contraire au-delà de l'homme? Vous avez la liberté, on ne peut pas contraindre quelqu'un avec certaines libertés données. Je ne peux pas vouloir être, par exemple, un tailleur, on va me demander d'être cultivateur. Mais là, nous disons au niveau de notre organisation qu'il fallait les leur imposer. Et c'est ça, parce que... C'est ce que vous appelez mesure d'accompagnement après la libération? Oui, parce que... Pour qu'ils ne retournent plus à la carte de départ. Voilà. Parfois, vous savez, des gens, j'ai eu une triste expérience au niveau de la brigade pour mineurs. Moi, un jeune garçon qui a fauté, n'ayant pas la majorité pour aller à la prison civile, il a été interné à la brigade pour mineurs. Et curieusement, le garçon a déjà fait 1 année, mais les parents ne veulent pas le voir. Parce qu'avant de laisser ces jeunes mineurs-là, on les confie à leurs parents. Les parents ne veulent pas du tout. Le papa ne veut pas que l'enfant revienne à la maison parce qu'il n'est pas avec sa maman. Et puis curieusement, le jeune là, on a passé 2 visites avec des stagiaires français. Et il nous a approché pour dire: papa, je devais sortir depuis, mais mon père ne veut pas. Qu'est-ce que vous voulez faire pour moi? On a commencé à négocier, à aller voir le papa. Et finalement, après 2 semaines, nous avons réussi notre mission. Et c'est comme ça aussi, certains de ces enfants qui sont un peu rusés, astucieux, essaient de négocier un oncle bizarre dehors. Souvent, c'est des conducteurs d'engins. Et là, bon, je ne sais pas s'ils sont dans des réseaux, qui viennent là-bas pour dire: ah, voilà, je suis son oncle. Et dès qu'on laisse l'enfant, on le laisse à lui-même. Vous allez le retrouver à Gbadaronou, au bord de la rue, dans les marchés. Et cet enfant-là qui peine à manger quotidiennement, qui ne sait pas où poser la tête pour dormir, il retombe dans les mêmes vices. Et je crois que c'est au-delà, c'est pourquoi au-delà de la grâce,
il y a beaucoup de choses qui doivent se faire dans les prisons. Et nous, défenseurs des droits de l'homme, surtout NDH Togo, nous sommes prêts. Nous sommes prêts si on met les moyens, pas nécessairement les moyens financiers, si on met les moyens logistiques et autres, on nous accompagne, même avec des autorisations, nous pourrions faire de notre mieux pour régler ces petits problèmes. C'est ça. Il y a la question des détenus politiques. Hein. Est-ce qu'ils sont nombreux sur la liste? Non, écoutez, je suis pas peut-être le seul à combattre cette histoire de détenus politiques. Donnez-moi Donnez-moi un nom de détenu politique, ce qu'on n'entend pas détenu politique. Définition, allez-y, maître. Non, la définition d'un détenu politique, dans ce sens-là, c'est celui qui est arrêté pour ses idées, ses opinions, qui sont contraires aux tenants du pouvoir. Mais celui qui se met à calomnier les gens. Un politicien, je prends un exemple bizarre. Un politicien, fut-il président d'un parti politique, ou membre puissant d'un parti politique qui met la main dans les deniers publics, arrêté n'est pas un détenu politique. On peut constater la violation de ses droits au moment de son interpellation, au moment de sa détention, mais on ne peut pas, en prenant le seul fait qu'on est homme politique, parler de détenu politique lorsqu'on est arrêté. L'infraction pénale ne doit pas être confondue avec l'étiquette d'homme politique. Ceux qui ont volé des poules auront les mêmes peines de vol que ceux qui ont volé l'argent public. Donc je crois que, ou bien, ceux qui voulaient porter atteinte à la sûreté de l'État, les terres sont prévues et punies par le code pénal. Ceux qui ont abattu froidement des gens qui sont enfermés là-bas, que ce soit un homme politique, vous devez répondre à la rigueur de la loi. Ou fut-il maréchal, général, colonel, je ne sais pas. Mais tout ce qui porte entrave au code pénal, vous devez être poursuivi parce que vous êtes en conflit avec la loi. Et ne pas nous dire tout le temps que des détenus politiques, pourquoi les appelle-t-on des détenus politiques? Je crois que l'expression est un peu galvaudée. C'est ça. Alors, le cas frappant du demi-frère du chef du président du Conseil, Kwacha par exemple, comment vous le considérez? Mais il a été jugé, condamné pour quoi? Pour atteinte à la sûreté de l'État, pour beaucoup d'infractions. Est-ce que ces infractions-là, on va les coller aux droits de l'homme? Non, peut-être sa détention. Si les conditions de son interpellation ne sont pas respectées, on peut dire que ces droits ont été violés. Si il ne bénéficie pas, par exemple, il a le droit d'avoir un avocat avant son procès, le procès doit être juste, transparent et doit respecter un certain nombre d'équité. Si sa détention, l'environnement n'est pas sain, comme nous le disons au niveau de nouveaux droits de l'homme, si on lui refuse des soins médicaux, tout cela, on viole ses droits. Mais on ne parlera pas de détenu politique. Le détenu politique, c'est celui qui émet son idée, et puis on vient l'arrêter. Celui qui pose un acte dans le cadre de son parti politique, et non dans le cadre des infractions prévues par nos tests, celui-là, on peut le considérer comme un détenu politique. Les gens m'ont apostrophé beaucoup pour me demander le cas de Jean-Paul Oumourou. Voilà, justement, j'ai envie. À mon humble avis, je crois que si nous posons les hypothèses que je viens d'élaborer, je viens de poser tout à l'heure, si vous rentrez dans Google aujourd'hui, vous verrez les propos qui sortent de la bouche de notre camarade et frère Jean-Paul Oumourou. Des atteintes à l'honneur, des propos diffamatoires, calomnieux, des appels à la rébellion. Vous rentrez dans Google, vous verrez des injures à l'endroit des autorités, pas des moindres, des responsables des partis politiques, des propos qui sont difficilement acceptables. Ce sont ces opinions. Même, ce n'est pas l'opinion. La liberté doit avoir des limites. La liberté ne peut pas être transformée en libertinage. Vous ne pouvez pas, au nom de la liberté, circuler toute nuit dans la rue. Vous savez que vous serez tenté, vous serez poursuivi pour attenter à la pudeur. Autant vous ne pouvez pas vous dire, parce que vous êtes d'un regroupement politique, vous allez injurer les gens. Vous allez tenir des propos, vous allez demander à l'armée de sortir. C'est des gens, on dit souvent chez nous, lorsque nous avons commencé le droit, il n'y a pas de peine sans test de loi.
Dès que les tests sont là, on doit nécessairement vous poursuivre. Même lorsque la tentative aussi est déjà constatée, ça peut être punissable. Donc il y a des cas, nous devons plus. Moi je crois qu'on devait plus demander au-delà de la grâce un pardon judiciaire. C'est différent? Oui, bon, le pardon judiciaire on peut l'accorder aussi à la grâce. Mais la grâce peut être accordée, c'est pourquoi je dis qu'il y a des critères et des conditions. On ne peut pas quelqu'un qui a tenté de renverser le régime. Un exemple, quelqu'un dont des preuves tangibles sont manifestement sur le bureau du juge d'instruction, quelqu'un dont les indices sont totalement réunis. Nous ne devons pas, au nom de l'émotion, au nom d'un certain combat politique, transformer les faits qui sont contre notre public, contre les tests en vigueur dans notre pays, dire que cette personne est un détenu politique. Et je ne pense pas que c'est ça. Quand vous prenez le cas de Mandela, quand il a été arrêté, c'est dans la lutte contre l'apartheid qu'il a été arrêté. C'est un détenu politique. C'est pas parce qu'il est injurié. C'est pas parce qu'il a pris même des armes, mais c'est dans la lutte contre l'apartheid. Mais beaucoup de choses se passent ici, où vous verrez des gens qui, étant forts, à un moment donné, ont usé de cette force pour brimer les autres, pour tuer. Tout cela, on ne peut pas aujourd'hui parce qu'on est en face d'un régime pour lequel l'on ne porte pas dans son cœur dire non, celui-là n'est pas un détenu politique. Non, non, c'est pas ça. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut refuser une grâce accordée? Tout le monde a le droit d'accepter ou de refuser l'offre qu'on lui fait. C'est ce que moi je peux dire. Et je ne peux pas même justifier. Vous savez, lorsque vous lisez l'apologie de Socrate, je crois que Socrate, au moment où il devait boire la ciguë, on est venu même pour proposer de s'évader, mais il a refusé. Bon. Pourquoi un Togolais on voulait même que la personne meure, il dit non, je ne veux pas partir, je veux mourir. Donc si en Togo les gens veulent faire Socrate, applaudissons. Donc c'est pas contraire à la loi quand même. Hein? Non, comment contraire à la loi? C'est tout comme on vous demande d'un débat, par exemple, M. Wilson, je veux vous augmenter votre salaire, vous dites non, mais tant mieux, ça continue. La vie continue. Belle. Il faut être suffisamment inconscient pour refuser ça. Il faut assumer ses responsabilités. Bien, merci Maître Attion. Nous parlons de ces faits de société, des faits marquants d'actualité. Quelle lecture en fait? Maître Bertin Amega Attion est mon invité et c'est avec lui que nous faisons le tour de ces questions. Et à la semaine passée, c'était le 13 janvier, cette date de mémoire historique pour les Togolais. Un même événement, mais diversement apprécié et célébré, 63 ans après la mort du premier président du Togo indépendant. La polémique est toujours là. Hein. Faut-il le célébrer? Concrètement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau des droits humains? Oui, je crois que le 13 janvier 1963 est célébré par un certain nombre de Togolais. Mais à un moment donné, c'est tout le monde. Sous le régime de feu général Gnassingbé Eyadema, le 13 janvier est considéré comme une date. Fête nationale. Une fête nationale. C'est comme ça qu'on l'appelait, oui. Qu'on célébrait tout avec le faste, monde. Je me rappelais quand j'étais au cours primaire, on faisait même des défilés et tout le monde était obligé de regarder dans la même direction, même si c'est une perversion politique. Vous n'avez pas le droit et ça se faisait. Certains qui ne voulaient pas sont obligés soit de quitter le pays ou bien de se caser. Mais avec le président successeur de Feu Gérard Gnassingbé, Faure et Sobzina Gnassingbé, les choses ont un peu changé. Au début, on a tenté de fêter le 13 janvier, mais aujourd'hui, la célébration se fait de façon, je dirais, sans exagération, de façon désordonnée. Et certains préfèrent fêter le 13 janvier à l'autre côté de la frontière à d'autres ici, d'autres, mais cela s'explique. Pour certains, le 13 janvier, c'est un deuil. C'est l'assassinat du père de l'indépendance. C'est l'assassinat d'un père de famille. Et pour d'autres, c'est une gloire. C'est l'avènement au pouvoir d'un homme qui a mis fin à un régime jugé, à tort ou à raison, dictatorial, autoritaire.
puisqu'on nous a appris qu'après le 13 janvier, M. Santos, les Diato et autres ont été libérés parce qu'on les a enchaînés même à la prison. Au-delà de toute propagande politique, je pense que le régime de Sylvanus Olympio ne pourra pas aussi être un régime sans tâche. La perfection n'étant pas de ce monde. Tout à fait. Maintenant, célébrer séparément le 13 janvier, à mon avis, me pose problème. Parce que nous sommes tous Togolais, c'est notre chef, notre premier chef d'État. Et il serait même bon d'avoir un grand monument pour cet homme, ou bien pour le chef d'État. Hein. Je ne sais pas, je ne vais pas faire de jaloux. Mais principalement, fondamentalement, en sa mémoire, on pourra construire un panthéon, un grand monument où chacun ira se recueillir, où le 13 janvier, on ira déposer les gemmes, on ira faire des manifestations, pas pour dépenser des milliards, aller faire des messes, revenir là-bas, le chef de l'État dépose les gemmes, et même si les dirigeants des partis politiques aussi veulent déposer les gemmes, ils le font. Mais célébrer encore le 16 janvier de façon épars, à mon avis, je pense que nous maintenons la division. Nous ne pouvons pas parler d'une nation. La nation ne peut pas être vraiment vécue lorsque certains citoyens font d'autres choses, d'autres aussi pour le même objectif. Donc je crois qu'on doit revoir cette date. Mais est-ce que cette date n'est pas, pour ceux qui sont les enfants du défunt, une date à commémorer à leur manière? Parce qu'on ne peut pas exiger à une famille la manière dont elle doit célébrer son deuil. Oui, puisqu'il y a des partis aujourd'hui qui se réclament de son idéologie. Le parti nationaliste, on cite souvent, avant c'était l'UFC, aujourd'hui encore c'est l'ANC, qui reprend le flambeau de la lutte, n'est-ce pas, du père de l'indépendance. Non, mais vous savez, je ne voudrais pas qu'on rentre dans les matraquages politiques et politiciennes. Je ne voudrais pas aussi être mal compris ni mal vu, mais je crois que nous avons de 1960 à 1963 un seul chef d'État. C'est lui qui fut le garant de la sécurité de nous tous. Et étant aujourd'hui un chef d'État qui n'est plus de ce monde, qui est décédé dans des conditions que nous connaissons tous, ou bien que nous connaissons à peu près, la commémoration de cette date ne devait pas en principe diviser. Ça. Oui. Ça ne devait pas nous diviser parce que nous parlerons de la disparition du père de l'indépendance. Mais le problème qui se pose, c'est que il y a deux camps qui campent sur des positions préparées depuis longtemps d'avance. Et ça substitue les effets multiplicateurs de la reine aux effets unificateurs de la concorde. Et cela fait que des Togolais se retrouvent comme des chefs de France. Et tout ce que l'autre fait doit être capitalisé comme mauvais, parce que n'étant pas de mon camp. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas parler réellement de nation. Nous devons considérer d'abord ce qui nous divise, très minime, par rapport à ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est le Togo. Ça nous appartient à nous tous. Et ce Togo a un président, pas n'importe quel président. Celui-là qui était à l'avant-garde du combat pour l'indépendance. Et il a proclamé, il est décédé aujourd'hui. Pourquoi nous devons être divisés sur la manière de nous rappeler, la manière de nous ressourcer? Et je pense que c'est très, 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 très terrible. C'est dommage, je dirais que c'est dommage. Personne ne peut s'approprier ou bien revendiquer la paternité du président Sylvanus Olympio. Personne ne peut dire aujourd'hui que ce n'est pas. L'histoire retiendra ad vitam que le premier président assassiné pour le Togo en 1963, un 13 janvier, c'est Elpidio Epifano Olympio. Et c'est notre président. L'État doit revoir ces dates et organiser de façon solennelle, sans tenir compte des considérations politiques, doctrinales ou politiciennes, pour que vous mériez cette date. Maintenant, pour ce qui concerne les partis politiques, on ne peut pas leur refuser d'aller vers leur petite commémoration au-delà de ce qui est officiel. Un DH souhaite que la chose soit officielle. Cette journée soit consensuellement fêtée et que ça soit une journée officielle de deuil. C'est ça. Alors, une dernière question là-dessus. Est-ce que le rapatriement de la dépouille mortelle du président Olympio pourrait régler
pourrait apaiser ces dissensions et pour repartir, comme vous le dites, pour célébrer de façon consensuelle? Écoutez, le rapatriement du corps via des cendres du président Sylvanus Olympio est de la part de ses enfants, de sa famille. C'est la famille qui doit d'abord accepter que le corps... Oui, parce qu'il y a eu des assises, hein, en ce sens, et pour l'apaisement, il a été retenu qu'on devait rapatrier le corps, mais ça n'a jamais été fait. On ne peut jamais imposer, donc il faut savoir qu'il y a un problème. On ne peut jamais imposer à quelqu'un d'accepter que les dépouilles de son père décédé plus de 60 ans soient rapatriées sur le territoire où il a été tué sans un consensus. Je crois que la décision la plus primordiale, la plus capitale, revient à la famille de Gilchrist Olympio. Parce que lorsqu'il a été abattu, ce n'est pas par hasard qu'on l'a enterré à l'autre côté de la frontière. L'histoire retient que c'est son père qui a demandé qu'on lui ramène son fils, étant totalement déçu, étant totalement perdu dans la nature. Il a demandé qu'on lui ramène le corps sans vie. Le père de Sylvanus Olympio. Oui, c'est ce que moi j'ai lu dans beaucoup de documents. Il était vivant à l'époque. Oui, et c'est lui-même qui l'a enterré là-bas à Agoué. Maintenant, les enfants sont là. Ils sont âgés aujourd'hui. Si on veut rapatrier le corps, il faut que la famille soit d'accord. Et je crois que c'est rapidement fait. Mais si la famille n'est pas d'accord, l'État ne peut pas imposer. Maintenant, l'autre chose, lorsqu'on va ramener le corps, il faut décider de ce qu'on en fera. Est-ce qu'il faut aller seulement l'enterrer? Qu'est-ce qu'on doit faire après avoir ramené le corps? Donc je crois que c'est un problème qui doit être réglé, pas nécessairement ou bien pas uniquement par des assises. Il faut l'implication des enfants, deux parties, doit être fait de façon bipartite. La famille Olympio et l'État togolais. Bien, merci. Autre fait marquant de l'actualité, le président du Conseil s'est adressé à la nation, on l'a dit tout à l'heure, et c'est au cours de cela qu'il a annoncé les mesures de grâce, mais puis après aussi s'est adressé à l'opposition, parlant de sa responsabilité. Qu'avez-vous compris dans cette adresse à la nation? J'ai toujours suivi, à chaque occasion où le président Faure Gnassingbé, avant c'était le président de la République, aujourd'hui le président du Conseil, à chaque fois qu'il tient des discours, je suivais ça. Mais la toute dernière, j'ai fait une remarque. Il était serein, sérieux, et j'avais l'impression que le message qu'il portait relève sans, en tout cas je peux me tromper, relève du sérieux et de la sincérité. Et après constat, j'ai cru comprendre que le président du Conseil a su qu'il faut changer les choses. Il a finalement compris qu'il faut gouverner autrement. Il a finalement compris qu'on peut aussi aller avec l'adversaire sans perdre son camp, pourvu que c'est l'intérêt général et supérieur de la nation qui est en jeu. Et là où, défenseur des droits de l'homme que je suis, là où j'ai été un peu satisfait de son intervention, il a dit quelque part que ce n'est pas seulement les problèmes des routes, voilà, des routes, tout ça, mais qui développent. Hein. Ouais, il fait allusion à la dignité humaine. Vous concevez à l'heure actuelle que quand vous faites le tour au niveau du CASEF, des fonctionnaires bien cravatés, pendant l'heure de pause, vous les voyez acheter de l'igname grillé à 200 francs, arachide 50 francs, ce que nous appelons aboula ou bien un peu d'aïmol. Et puis ces gens-là, le tour est joué. Le tour est joué, puis on retourne au bureau. Vous pouvez concevoir que des gens sont en moto, au feu rouge, ils bavardent seuls, parce qu'ils ont des problèmes. Je ne suis pas magicien, mais j'ai eu le courage d'approcher un client qui est sorti de mon cabinet devant là, il part seul. J'avais pensé dans un premier temps que c'est au téléphone. Mais, mon cher ami, pourquoi tu as seul? Il dit non, maître, c'est pas facile. Je suis en train de préparer ce que j'allais dire à mon propriétaire de maison. Parce que ça fait 2 mois, je n'ai pas payé de loyer. Et je vois son message. Vous verrez nos sœurs tout au long de la clôture du lycée technique la nuit.
tapis dans l'ombre, priant pour que le premier servi arrive. Avec un petit 5 000, 10 000, on les prend pour aller faire des choses qui sont sacrées, parfois même dans la rue. Vous concevez que nos enfants soient sur les réseaux sociaux à longueur de journée, en train d'injurier, en train de soumettre les gens à la vindicte populaire. Vous concevez que les gens portent encore aujourd'hui des bébés au dos, parcourir des centaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et quelle eau? De l'eau stagnante, de l'eau qui n'est pas propre à la consommation. Vous concevez aujourd'hui que des gens sont devenus des anarcheurs dans la société, des gens qui sont des intellectuels. Ils sont là pour anarquer, ne serait-ce que pour joindre les deux bouts. Vous concevez aujourd'hui qu'on peut demander à des Togolais de prendre 2000 francs, 3000 francs, pour s'aligner derrière des partis politiques, pour faire des marches, pour faire des trucs que je considère comme une sorte d'avilissement. Donc je crois que... Donc, il y a une misère ambiante. Oui, il y a une misère qui règne, qui régnait et qui règne. Et je crois que le président du Conseil a bien fait le constat. Mais un bon homme de... Il reste à mettre ça dans voilà, une chose c'est de faire le constat, l'autre c'est d'essayer de résorber les problèmes aux gens. Et je crois que on doit résorber ça à moyen, à court, à long terme. On ne va pas donner un peu d'argent, ça ne peut pas régler le problème. Donc je pense que le discours du chef de l'État, dans sa pluridimensionnalité du président du Conseil, a touché beaucoup de choses qui sont sur notre territoire et il appartient à tous les Togolais qui se sentiraient un peu touchés d'apporter sa partition. Nous avons dans le quartier des ministres, des gens qui sont aisés, qui ont leurs cousins à l'université, qui ont des étudiants qui sont de leur préfecture et ils pouvaient les presque prendre au moins 2-3 en charge, qui n'ont pas de bourse, les aider. Je crois que c'est nourrir plus tard des bouches. Il y a ce problème de solidarité qui manque. Et je crois que le chef de l'État, le président du Conseil, a fait un discours de début d'année ou bien de fin d'année qui doit profiter non seulement à lui-même, mais qui doit profiter à nous tous. Et comment? De façon à ce que lorsque certains sont en train de boire du champagne, du bon vin, que d'autres aussi boivent au moins, pas coca, mais l'eau, le voltique, ou bien un peu de lira. Et je crois que là, ça marcherait. Lorsque certains seront à l'hôtel du 2 février, à Onomo, en train de faire les réveils, en train de bien manger, il faut que nous aussi, comme de par le passé, qui faisons nos abris de fortune avec les palmes les branches de palmiers là, que nous soyons là-bas en train de manger du bon riz, en train de boire au moins la tchana et autres là. Et je crois que comme ça, les Togolais vont se sentir à chacun à son niveau maître, parce que les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes. On ne peut pas être tous présidents, on ne peut pas être tous ministres, mais quand nous parlons de la dignité, quand nous parlons de la vie des citoyens, il faut quand même faire en sorte que les gens se sentent Togolais. Et à cet égard, permettez-moi que je rappelle cette citation de Joseph Wiesenski que j'aime beaucoup et qui résume tout. Que là où des êtres humains sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Et je crois que si nous voulons écouter grammaticalement ou nous voulons égrener cette pensée de Wiesenski, ça rentre dans le discours du chef de l'État et j'invite le chef de l'État à faire en sorte pour que les gens ne vivent pas trop dans la misère, pour que les gens n'aillent pas à l'hôpital et puis on va leur demander aller acheter d'abord les seringues, aller donner telle somme d'argent. Il faut que des pratiques qui sont condamnées et qui ont été toujours décriées par la population, il faut que le président du Conseil soit maintenant prêt à agir. Pas nécessairement gracier, on peut gracier quand il le faut, mais on peut sévir aussi quand il le faut. Oui, alors, le problème c'est que la classe moyenne qui est entre la minorité et la base, cette classe moyenne aussi s'agrandit. Et là, ça veut dire que l'appauvrissement s'étend. Bon, l'appauvrissement
ce n'est pas le propre de l'Afrique, du Togo seulement. Ça se trouve un peu partout. Mais on peut, à travers une bonne gouvernance, on peut tenter de juguler ce genre de crise. On peut tenter de donner satisfaction, je l'ai dit, à moyen, à court et à long terme, pour que ces conséquences-là ne fassent pas ne donnent pas des répercussions sur la société. Parce que vous savez, lorsque beaucoup de jeunes gens ne trouvent pas à manger, ils sont souvent tombés dans la délinquance. On leur propose des choses qu'ils ne devaient pas accepter, mais ils acceptent. Le terrorisme, au-delà du terrorisme, il y a beaucoup de choses que nous constatons dans notre société. La perversité, la perversion. Vous verrez des gens, entre hommes qui se disent qu'ils vont se marier, entre femmes qui se disent qu'ils vont se marier. C'est la pauvreté qui engendre tout ça. Oui, oui, c'est la pauvreté, la misère. Parce qu'un blanc peut venir te proposer, si tu n'as pas la conscience d'un Africain, tu acceptes. Il y a beaucoup de ces choses-là que nous constatons, je crois, que nous avons faute à faire. Ce n'est pas seulement le problème du président du Conseil, c'est le problème de tous les Togolais. Surtout des gens qui ont un peu de responsabilité et qui ont un peu de voix pour parler. C'est ça. Bien, merci. On va changer de sujet, peut-être aller à l'international et parler de cette hégémonie des États-Unis sur la législation Trump. Tout le monde a vu, presque en direct sur nos chaînes de télévision, la capture, cette opération dite chirurgicale d'un président d'un État souverain. Maître. Cela me rappelle 2002, je crois, avec George Bush Jr., où on a tout fait au nom de la puissance. Et quelle c'est que cette puissance dans laquelle l'on pourra finir son jour quelque part, ça joue quelque part. Autant on est parti à enlever, à assassiner Saddam Hussein, ce n'est pas l'un de ce que nous constatons, au nom, ou plutôt en violation du principe de la souveraineté, on fait tout et tout en complicité certainement avec les indigènes de Venezuela pour capturer un chef d'État, mais notre point, destination États-Unis, direction prison, et puis on attend maintenant à le juger. Et je crois que c'est un acte gravissime et un acte que nous devons tous condamner avec la dernière rigueur. Mais si nous faisons comme ce que disait Pasteur Limonaire, lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je me suis tué parce que je ne suis pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je me suis tué, je ne suis pas catholique. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je me suis tué, je ne suis pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les social-démocrates, je me suis tué parce que je ne suis pas social-démocrate. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour réagir. Je crois que la communauté internationale, dans cette histoire, que ce soit membre de l'OTAN, membre de l'ancien pacte de Varsovie, je crois qu'on n'a pas à se taire. On doit condamner cette situation. On doit nécessairement se lever comme un seul homme pour faire remettre de l'ordre. Parce que ce n'est pas aussi acceptable de voir un chef d'État capturé comme ça, images brandies, images publiées un peu partout dans le monde entier, alors que vous n'avez rien à foutre avec le Venezuela. C'est au nom seulement des intérêts que je ne vais pas traîner de dire, au nom du pétrole qui appartient à un autre pays. Un chef d'État se prend l'argent de Dieu Tout-Puissant pour atterrir là-bas et commettre ses bavures. C'est à condamner. Je crois que les condamnations même ne se font pas sentir. Oui, il y a ce silence criard de la communauté internationale. L'ONU ne dit rien, les anciens régionaux sous-régionaux se sont tués et le pays est laissé à lui-même avec ce chaos qu'on constate aujourd'hui à Caracas. Et voilà les applications à géométrie variable de l'Organisation des Nations Unies et qui font que beaucoup, même de petits États, ne le prennent pas au sérieux. Pour preuve, vous verrez les discours tenus par certains représentants ou certains dirigeants africains pendant des occasions, surtout avec les histoires de prise de pouvoir du Niger, de Burkina et du Mali. Vous avez des discours qu'on tient là-bas. C'est-à-dire, il y a une sorte d'intérêt qui est toujours caché devant ce que l'on fait. Quand vous consultez maintenant l'actualité politique, vous verrez
que c'est pour faire taire un peu l'hégémonie chinoise et russe. Et vous verrez aussi que ce soit avec les histoires de Wagner, tout ça, nous devons les condamner. L'Afrique doit se contenter d'elle-même. À l'Afrique, aux Africains, nous pouvons avoir des relations multilatérales, mais nous n'avons pas le droit de brader notre indépendance, de brader notre souveraineté, parce qu'il y a des problèmes de sécurité qui se posent. En le faisant, nous donnons l'occasion aussi à l'Occident, à ceux qui sont plus puissants de le faire. Ça se fait chez nous aussi, où on demande à l'armée, ou bien on demande, je ne sais pas quoi, d'être les sauveurs d'un pays. D'être des gens, ça s'est passé en Centrafrique dans les histoires des Balaka. Tout récemment, c'est au Burkina où aujourd'hui, on se vante avec les Wagner, je ne sais pas. Je crois que nous devons revoir la coopération. L'ONU doit revoir les tests. L'ONU ne doit pas avoir seulement cette toile d'araignée où on laisse passer les grosses mouches et les petites mouches sont bloquées et sont sanctionnées sévèrement d'ailleurs. C'est pourquoi je pense qu'on doit aller à un, je ne sais pas s'il faut l'appeler, hein, il faut nécessairement aller à une conférence mondiale, pas pour changer l'ONU, mais pour aller vers des transformations à fond de l'ONU. Sinon nous risquons, le monde entier risque de se retrouver dans une sorte de pagaille organisée, dans une anarchie protégée, et ce ne sont que des pays les plus faibles et les plus pauvres qui vont en être encore victimes. Oui, l'ONU, c'est finalement l'instrument des États-Unis. Vous savez, qui paie les grosses contributions. La preuve, une cinquantaine d'organisations, Trump les a fait sortir du giron des Nations Unies. Je crois que c'est un peu compliqué. Il y a le problème de veto, le droit de veto. Je parle de transformation, il faut revoir tous ces problèmes. C'est le problème entre États-Unis et Venezuela. Ce problème peut être réglé par la simple coopération. On ne va pas se retrancher derrière quelqu'un qu'on appelle dictateur, quelqu'un qui est en train de museler la Perse, qui pourchasse les opposants. C'est des arguments qu'on donne. Écoutez, si on devait vraiment tenir compte des problèmes que le gouvernement Trump évoquait, je crois qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays dont on viendra enlever les chefs d'État pour les juger. Il y aura beaucoup. Il y aura beaucoup, que ce soit en Afrique centrale, occidentale, un peu partout, on ne citera pas le nom. Il y aura beaucoup. Donc, je crois que nous devons immédiatement mettre fin à cette posture de Trump qui pense qu'on peut faire ici, si ça marche, on peut continuer. C'est ce qui s'est passé et qui a causé la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Hitler a commencé par revendiquer des territoires. Il revendique, on le laisse, on dit ça ne fait rien, faisons attention, si on ne fait pas. Jusqu'à ce que Mussolini, jusqu'à ce que le président, le premier ministre anglais, Winston Churchill, tape sur la tête pour dire non, croire qu'on peut préserver la paix en jetant en pâture un petit territoire au loup est une illusion fatale. Nous n'allons plus accepter. Et c'est comme ça, on a, après le pacte de l'Atlantique, on a essayé de faire front à Hitler et ses alliés. Vous avez vu ce que ça a donné. On a mis fin au nazisme. C'est ça, on ne doit pas se taire pour dire voilà. On se tait parce que, quelque part, les anglo-saxons, ils sont soudés. Ceux qui font partie de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, ils ne vont pas décrier aussi facilement les Américains. C'est des alliés. Donc je crois que ces alliances-là, on doit revoir les contenus de ces alliances. L'Organisation des Nations Unies doit revoir les tests. Ces tests aussi sont aussi vieillissants. On doit revoir les paradigmes. On ne doit pas laisser la force parce que c'est la force qui doit nécessairement triompher. On doit plutôt donner primauté au droit, à la coopération, à la négociation, à la dissuasion. Je crois que c'est de cette manière seulement qu'on peut faire taire ces genres de situations. C'est ça. Alors, pensez-vous que la paix mondiale soit vraiment menacée? Quel peut être l'issue? Parce qu'il a deux ambitions. Il parle de Groenland, de l'Iran, et alors il y a le Mexique à côté. Alors, est-ce que la paix mondiale est-elle vraiment menacée? Je t'ai déjà donné la solution. Croire qu'on peut préserver la paix en jetant en pâture un territoire au loup est une illusion fatale. Si on laisse
avec le Venezuela, l'appétit vient mangeant. C'est ça. On va aller ailleurs, peut-être en Afrique, on va continuer. Je crois que nous allons, bon gré, mal gré, assister encore à la 4e guerre, hein, qu'on ne souhaite pas, mais on peut. Si on laisse faire, on peut arriver. Donc je crois qu'il ne faut pas attendre. On ne doit pas aussi opposer la force à la force. Deux forces de même nature, vous savez que ça s'attire toujours. Donc vaut mieux immédiatement d'aller vers des pourparlers, des conférences, des négociations, pour que cette situation... Est-ce que Trump est un homme à raisonner, Trump seul ne peut pas dompter le reste de l'humanité. Je crois que si tout le monde se lève et a son petit mot à dire, Trump ne pourra rien faire. Peut-être c'est les Américains même qui vont demander à Trump de dégager. Parce qu'ils peuvent voter, ils ont des mesures pour faire rapidement quitter le président. Et la procédure d'impeachment. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour le faire dégager. Est-ce qu'il n'a pas consulté le Sénat avant d'engager cette... Justement, c'est des arguments, oui. c'est des arguments qu'on peut avancer contre lui. Mais vous savez, les Américains aussi, ils sont toujours attachés aux intérêts. On sait bien que ce que Trump a fait n'est pas bon, mais si le pétrole doit beaucoup nous rapporter, si ça doit transformer la vie des Américains, on se tait, c'est ça, l'hypocrisie. Et cette hypocrisie ne devait pas être transportée dans la communauté internationale. Ce qu'on appelle communauté internationale même, je ne l'approuve pas comme telle. C'est une communauté internationale sur les feuilles, mais en fait, vous verrez des réseaux, vous verrez des alliances, des lobbying un peu partout. Donc, je crois que pour ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies, il faut une assemblée, mettre le sujet sur le tapis, débattre, trouver des solutions pour empêcher le président américain d'aller vers son ascension en capturant les gens. Merci beaucoup, cher monsieur, pour ce tour d'horizon. Ces échanges tirent à leur fin. Comment voyez-vous l'avenir de l'humanité à partir de ce qui se passe? Nous sommes seulement au quart de siècle de ce 21e siècle. Et déjà, il y a tellement de problèmes, tellement de crises aux quatre coins de la planète. Oui, il y a des problèmes climatiques, des problèmes de migration, des problèmes environnementaux, il y a des problèmes politiques. Et je crois qu'il faut être un peu pessimiste. Mais au-delà du pessimisme, quand le dit l'autre, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Si nous avons la volonté, si nous avons la volonté, nous pourrons changer les choses. Si nous avons la volonté, nous pouvons faire la bonne gouvernance. Si nous avons la volonté, nous pouvons éviter ce genre de conflits. Et je crois que c'est de cette seule manière que nous n'allons pas connaître le pire. Et je voudrais inviter la communauté internationale dans toute sa composante, mais je ne sais pas comment on peut les atteindre. Mais pour ce qui concerne mon pays, je crois que les voix qui se portent vers la communauté internationale, qui ne se fatiguent pas, qui ne soient pas fatigués d'être fatigués. On ne nous fatiguera plus, mais c'est à notre tour de les fatiguer. Oui, nous devons maintenant refuser d'être fatigués et aller vers l'essentiel, porter la voix des populations africaines au niveau des Nations Unies pour leur dire que trop c'est trop. Et que lorsque nous prenons en défenseur des droits de l'homme l'article 1 de cette déclaration qui dit que nous sommes libres, nés, égaux, on ne peut pas accepter à Trump ce qu'on ne pourra pas accepter à un chef d'État africain. On ne peut pas accepter à un chef d'État africain ce qu'on ne peut pas accepter à un chef d'État arabe. Donc nous devons faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés. Et quand on parle de respect des droits de l'homme, l'article 1 règle en partie ces droits. Nous sommes libres, nés libres, égaux devant la loi. Et c'est de cette manière aussi que nous devons nous comporter sur le plan familial, sur le plan national et sur le plan international et mondial. Très bien. Un dernier mot pour clore ces échanges. On revient chez nous au Togo. Que souhaitez-vous pour votre pays 2026? Ce que je souhaite pour mon pays, je l'ai toujours souhaité dès mon enfance. Le bonheur de tous les êtres humains. Je leur dis que tous les Togolais se sentent sur les territoires comme Togolais, bénéficiant des mêmes droits, bénéficiant des mêmes devoirs. Il ne faut pas que nous essayions de gérer le pays comme on joue
aux dames en déplaçant tel pion vers ici, me faire revenir à la même place, alors qu'il y a d'autres aussi qui peuvent venir là-bas. Je crois qu'il y a répartition égale des charges, des ressources de ce pays, il n'y aura pas de problème. Je crois que lorsque les Togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest, vont se sentir seuls comme Togolais, avant d'être Anna, Akoso, Ebe, Mina, tout ça, il n'y aura pas de problème. Le reste, c'est un problème, c'est un épiphénomène accessoire que nous connaissons un peu partout. Tout le monde ne peut pas être riche. Des gens iront à moto, certains à vélo, d'autres à pied, et d'autres dans des grosses voitures. Ainsi est fait le monde. Comme si vous rentrez dans une forêt, vous aurez un manguier, mais les fruits ne vont pas avoir les mêmes saveurs. Certains seront aigres, certains seront délicieux. Vous allez sur d'autres arbres pour les monter, c'est des épines. Arrivé là-bas, c'est les fourmis qui vous attendent. Il y a une diversité, mais la forêt existe. Il faut que ça soit comme ça chez nous, dans une forêt, mais que tout le monde vive, qu'on se reconnaisse comme tel. C'est de cette seule manière que les Togolais peuvent d'un jour à l'autre crier haut et fort que le Togo des querelles politiques est fini. Vive un Togo uni, chéri, l'ordre de l'humanité. C'est sur ce mot d'espoir que se referment ces échanges. Merci à vous, Maître Bertin Amida. Je rappelle que vous êtes huissier de justice, vous êtes le président du réseau panafricain des observateurs défenseurs des droits de l'homme. Merci pour votre disponibilité. Merci, c'est moi de vous remercier. C'est ça. C'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.